Le musée de Boulogne-sur-Mer est assez exemplaire dans ses relations avec les autochtones. Il se trouve que le musée de Boulogne, qui n'est pas un musée d'ethnographie, mais qui est un musée généraliste, disons, a accueilli dans les années 1880 une collection d'objets qui avait été recueillis, assemblés par un jeune voyageur, ethnographe, linguiste, enfin ces jeunes gens qui parlaient à la découverte du monde. Mais c'était quelqu'un qui s'intéressait à la linguistique et qui s'appelle Alphonse Pinard et qui en 1872 s'est rendu en Alaska et a visité l'île Kodiak et puis les îles Aléoutiennes. Donc, de ce voyage, il a rapporté, je ne sais plus, je crois qu'il a rapporté à peu près 260 objets. Certains objets qui ont été, je pense qu'il a trouvé, il y avait des masques très anciens qui étaient dans des cavernes, et je crois aussi des objets qu'il a fait faire sur place, parce qu'effectivement, déjà, cette région avait été sous la domination russe et puis qui avait aussi interdit les rituels. Enfin bon, et l'Église orthodoxe, disons, avait joué une influence très très importante sur la culture locale. Donc Pinard avait rassemblé cette collection et l'a rapportée en France. Et l'a donné à Boulogne parce qu'il était natif d'une petite communauté, d'un village, d'une petite ville à côté de Boulogne-sur-Mer. Et un autre personnage aussi, c'est Ami, qui était le directeur, un ami de Pinard, qui était le directeur du musée des Trocadéros, et aussi qui a demandé, Pinard a donné quelques objets au musée du Trocadéro à l'époque, qui n'avait justement pas de collection de cette région. Donc, mais en fait, c'est le musée de Boulogne qui a retenu la grande majorité de cette collection. Je pense que cette collection aussi a été exposée lors d'un congrès des américanistes dans les années 1880 ou quelque chose comme ça, je n'ai pas les dates exactes, à Paris. Donc après cette collection est restée elle est restée dans l'oubli pendant de nombreuses années. Elle a survécu aux violences de la Première Guerre mondiale et à celles de la Seconde Guerre mondiale, puisque le musée a été bombardé, voilà, mais les objets n'ont pas été touchés. Et puis, en fait, cette collection est sortie un petit peu de l'oubli. En 1990, elle a été exposée à Boulogne, mais sans grand fracas. À cette même époque, Dominique Besson, que moi j'avais rencontré d'ailleurs quand j'étais étudiante au Centre d'études arctiques, s'est intéressée à cette collection. Elle était étudiante en Alaska, à Fairbanks, je crois. Elle s'est intéressée à cette collection. Et puis aussi, cette collection aussi a été publiée dans un gros volume sur l'art inuit. Certaines pièces de cette collection dans les années 1990. Et d'une certaine manière, je pense peut-être grâce à Dominique Besson, les Soukpiaks de l'île Kodiak, d'où venait une grande partie de cette collection, ont eu connaissance de l'existence, de son existence, et une femme est venue elle s'est déplacée d'Alaska pour une aînée pour voir cette collection, et puis on a parlé après quand elle est revenue chez elle dans l'île Kodiak.
Et de fil en aiguille, enfin après il y a eu une exposition dans le cadre justement de la mission de préfiguration du musée du Quai Branly, où cette collection a été comment dire, exposée en 2002 à la Porte Dorée, au musée des Arts africains et océaniens à la Porte Dorée. Et il y a Sven Atkinson, qui était le directeur du musée Soukpiat de l'Haleutic Museum à Kodiak, qui a été un peu consultant dans cette exposition. Bon, voilà. Après, les Soukpiak ont demandé, ils n'ont pas demandé le rapatriement, la restitution de cette collection, ils ont demandé qu'on leur prête que certaines pièces soient comment dire, envoyées à l'Haleutic Museum, et à ce moment-là, ils se sont heurtés à l'incompréhension et du musée de Boulogne particulièrement, et je pense qu'il n'y avait pas le soutien non plus du futur musée du Quai Branly. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu un changement de direction au musée de Boulogne dans les années 2006 ou quelque chose comme ça, et il y a des liens très étroits il y a des artistes qui sont venus voir les pièces, et pour eux c'était vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'ils avaient vu beaucoup de pièces dans les catalogues. En fait, les collections Soukpiak, en fait, elles sont très rares. Il y a des collections à Saint-Pétersbourg. Et puis, et les collections de Saint-Pétersbourg et de Boulogne-sur-Mer sont les plus importantes au monde. Et c'était très important pour eux de pouvoir tenir entre leurs mains un masque et de voir comment il était fabriqué, parce qu'en fait, ils voyaient que des reproductions, et de voir comment c'était fichu derrière, et puis pouvoir les observer, et puis peut-être, trouver des caractéristiques stylistiques qui pouvaient appartenir à un artiste en particulier, etc. Donc il y a eu tout un truc comme ça de travail qui a été fait, et puis il y a des ateliers, donc les objets ont pu être copiés, etc. Il y a des artistes qui se sont mis à sculpter des pièces, et il y a aussi donc ce nouveau changement au musée de Boulogne avec Madame Laronde, et puis après qui a été repris par une de mes anciennes étudiantes, Céline Ramiot, qui voulait faire justement une thèse sur sur cette collection, mais qui ne l'a pas faite puisqu'elle a été directrice du musée de Boulogne. Et en fait, il y a des relations qui se sont nouées donc avec le musée de Boulogne, et notamment un personnage, un artiste Soukpiak, Perry Eaton, qui a eu d'autres métiers avant d'être artiste. Je pense qu'il a travaillé pour les coopératives indiennes d'Alaska, qui est quelqu'un qui a un sens absolument très aigu des relations de pouvoir, des relations entre autochtones et non autochtones. Et Perry à la suite de ces contacts, en fait, une partie de la collection a été envoyée à l'Haleutic Museum et est restée plusieurs mois avant de revenir à Boulogne. Et puis il y a eu une exposition, un colloque, un catalogue qui a été publié. Et puis donc les relations se sont maintenues, et Perry Eaton a eu l'idée, en fait, n'a pas une attitude revancharde et à l'égard de peut-être qu'on aurait pu considérer comme un vol du patrimoine des Soukpiak, mais il a trouvé que c'était une énorme chance que le musée ait pu abriter, conserver
ces témoignages de la culture Sugpiaq. Et en hommage, il a décidé, comme une récompense, enfin, bon, comment dire, d'offrir, lui-même a offert des pièces au musée des masques, au musée de Boulogne, mais aussi réunir une cinquantaine d'artistes, une trentaine d'artistes d'Alaska, et qui allaient donner des pièces contemporaines au musée de Boulogne. Et c'est ce qui a été fait en 2016, où justement une exposition a été organisée qui s'appelle Alaska présent et passé et présent, où justement ont été exposées des pièces anciennes aux côtés des pièces contemporaines. Mais quelques années auparavant, 5-6 ans auparavant, je pense que c'était pour l'anniversaire de la mort de Pinard, donc je pense que c'était vers 2010 ou 2011, Perry Eaton a organisé une cérémonie en hommage à Pinard, qui était une cérémonie où il avait fabriqué un masque de chef, qui portait, en hommage à Pinard, et qui portait, enfin sur lequel il y avait des petits, étaient collés des petits masques, dont un masque qui représentait Pinard, et les deux autres c'était les guides des Aléoutes, les Aléoutes qui avaient guidé Pinard pendant son périple en 1872, et pour remercier Pinard, enfin pour pouvoir libérer l'esprit de Pinard, le masque a été brûlé dans la cour du musée. Et donc c'était assez spectaculaire, et c'était pas évident donc de voir qu'on brûlait une pièce, ce qui était fait d'ailleurs, disons, dans le cadre traditionnel. Voilà. Et donc en 2016, donc il y a eu cette exposition où effectivement Perry Eaton a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Boulogne. Et puis parallèlement à l'organisation de cette exposition, a été organisé un colloque qui était en 2 parties. Donc une partie qui était, disons, où la parole était donnée aux artistes contemporains. Et donc cette partie avait eu lieu à Boulogne, et puis Perry Eaton m'avait demandé d'organiser un deuxième volet avec Aaron Crowell, qui est directeur de l'Arctic Studies Center de la Smithsonian à... C'est pas Fairbanks ni Juneau, c'est l'autre ville d'Alaska. Anchorage. Donc avec Aaron Crowell à Anchorage. Et donc notre mission était d'inviter des conservateurs des musées européens pour présenter leur collection Yupik ou Sugpiaq, ou leur collection alaskienne, au cours de ce colloque, et pour familiariser justement les artistes avec ces collections, et puis pour que ces artistes puissent nouer des relations avec les conservateurs de ces musées, et puis peut-être aussi éventuellement soient intéressés à l'acquisition de collections contemporaines. Voilà. Mais en fait, ce qu'il y a d'important dans cette relation entre le musée de Boulogne et puis les Sugpiaq, enfin les Sugpiaq, c'est que effectivement, il y a toujours une autre pièce vient d'être prêtée. Enfin, il y a un commerce régulier, où il y a un prêt qui est sur plusieurs années. Il y a tout de suite la continuation de cette relation.
Mais en fait, en quelque sorte, c'est comme si il y avait comme un renversement de la vapeur, où finalement, bah, c'est presque que le musée de Boulogne est redevable de la générosité des Soulpiac. Voilà. Donc c'est quand même, bon, il y a un rééquilibrage, disons, des relations entre communauté autochtone et puis musée européen.